Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Donc je pense que là, je suis un peu sortie des sentiers battus. Et après, en termes de communication, de positionnement, on est vraiment sorti des codes de l'hôtellerie pour proposer un lieu expérientiel où on explique aux gens que le but, c'est de venir se reconnecter à la nature et à soi-même par différents moyens. Donc on est rentré plus par des propositions sensorielles que par des codes hôteliers. Et le restaurant est venu tout naturellement, puisque pour pouvoir approfondir l'expérience, pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir lâcher le mental, il ne faut pas que les gens ressortent et qu'ils reprennent leur voiture. Donc j'ai été un peu obligée d'offrir cette restauration. Le but, c'est vraiment que les gens soient en immersion pendant un certain temps. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on accepte la lenteur, il faut qu'on accepte d'oublier le temps. Donc, en particulier, pour ce faire, ce qui est totalement hors des codes de l'hôtellerie, j'ai pris le risque de ne pas mettre de Wi-Fi dans les lodges, j'ai pris le risque de ne pas mettre de télé dans les chambres, j'ai pris le risque de ne pas mettre de climatisation, parce que ça me paraissait absurde de mettre de la climatisation dans une forêt. Tout ça faisant que, par rapport au code de la catégorie d'hôtel et de la catégorie de prix dans lesquels on se trouve, c'est une aberration. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Anne-Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Expérientiel. Comment allez-vous? Bonjour François. Écoutez, je vais très bien. Je suis ravie de cette petite matinée fraîche pour partager avec vous. Ça fait du bien un peu de fraîcheur, non? Ça fait énormément de bien parce que cet été est particulièrement dur pour l'humain, mais aussi pour les arbres. Et que de pouvoir sortir un matin en mettant un petit pull, c'est assez agréable. Justement, avec cette période de sécheresse et ces vagues de chaleur, comment vit la forêt? La forêt au quotidien vit assez bien puisque les arbres sont puissants et résilients, mais c'est surtout les périodes qui se succèdent depuis plusieurs années où on voit que les arbres sont fragiles. Dès qu'il y a du vent, les branches cassent. Quand il pleut, les arbres tombent. Donc on sent que la forêt souffre depuis 5-6 ans terriblement. Donc au quotidien, la forêt va encore bien et heureusement, on sent la vraie différence de température entre la route et les champs qui bordent la forêt de l'hôtel et quand on pénètre dans la forêt où là les arbres sont sereins, ils sont calmes et ils attendent la nuit pour apporter de la fraîcheur qu'on apprécie grandement. On a presque 3 degrés d'écart entre la route et les champs et l'intérieur de la forêt, ce qui est quand même aujourd'hui très appréciable. De passer de 36 à 33, ça fait une vraie différence. Tout à fait. D'où l'intérêt de préserver justement la forêt, les arbres et toute la végétation. Absolument. Et de laisser aussi la forêt telle qu'elle se régénère elle-même, c'est-à-dire de laisser au sol les branches mortes, laisser pousser les ronces, parce que ce sont autant d'abris et autant d'ombre et de
de potentielle fraîcheur qui ne sont pas forcément plus esthétiques sur l'œil humain tel qu'il a été formé. Mais j'explique que c'est super important et si on ne ramasse pas les branches par terre, c'est parce qu'elles ont un rôle dans l'écosystème et que sont des abris pour les animaux, sont des micro-notes de fraîcheur pour les insectes, etc. Tout à fait. Et on voit aussi que, je veux dire, avec ces dérèglements climatiques, mais aussi les activités humaines, tout le monde insecte, tout ce monde disparaît de plus en plus alors qu'il joue un rôle important. C'est justement tout cet écosystème qui est sur la Terre et sous la Terre qui joue un rôle vital pour l'équilibre des arbres, mais aussi l'équilibre de la planète, non? Absolument. Alors, nous, on voit vraiment des changements au niveau des insectes. Alors, j'ai pas forcément l'impression qu'il y en a moins, mais ils sont différents. On a énormément de papillons. L'année dernière, on avait énormément de frelons. Cette année, on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup d'araignées, de fourmis volantes. Au sol, quand on se pose dans la forêt et qu'on regarde, même l'été, il y a encore des feuilles mortes. On entend des bruits. En fait, il y a des tonnes de petites araignées, des arachnidés, etc. Et effectivement, ils ont tous leur rôle. Et de se poser et de regarder ce qui se passe entre ces deux pieds, entre deux feuilles, on voit qu'il y a un univers complet de micro-choses qui ont une vie très organisée et évidemment très importante dans l'écosystème. Alors, pourquoi on parle de ça? C'est parce que vous avez créé un lieu assez fantastique dans la vallée de la Loire. Vous pourriez nous dire qui vous êtes? Quelle est votre activité? Avec plaisir. Alors, j'aime bien que vous parliez d'un lieu et pas d'un hôtel parce que, effectivement, l'activité économique, c'est d'avoir proposé un hôtel puisqu'on y dort et on s'y restaure. Mais ce que j'ai cherché avant tout, c'est créer un lieu de partage, de sensorialité, d'expérience. J'ai eu la prétention de dire que j'avais créé l'hôtel que j'avais jamais trouvé parce qu'en fait, par mon histoire, si je fais une petite déviance, moi j'étais une Parisienne working girl typique et j'ai épousé en seconde noces, comme on dit, un rat des champs qui était un businessman, mais qui était né au milieu de nulle part et qui avait comme premier copain un faisan et qui ne pouvait pas passer plus d'une nuit à Paris. Et donc, il m'a appris à concilier ce que j'aimais dans Paris, qui était la culture, l'art de vivre, le réceptif, la fête, avec la nature. Et du coup, on a passé énormément de nos vacances, évidemment, dans la nature. Donc, on est une famille recomposée avec 6 enfants au départ, plus un qu'on a fait en commun. Et le challenge, c'était comment construire cette tribu d'enfants qui sont essentiels pour qu'un couple fonctionne. Et on a compris très vite que le seul endroit où il pouvait se passer quelque chose de vrai entre nos enfants, c'était dans la nature. Donc, quand on a divorcé de nos enfants à 3 ans, et on a passé toutes les vacances de 3 à encore 30 ans aujourd'hui, à faire du camping, mais du camping sauvage, à aller sur des bateaux au milieu de nulle part, à faire la Loire à vélo pendant une semaine avec nos sacs à dos, etc. Et on a compris que c'était dans la nature qu'on allait, grâce à la nature, qu'on allait apporter les valeurs essentielles à nos enfants pour qu'ils se construisent les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres. Donc, j'ai essayé avec cette proposition de lieu de faire un hôtel qui apporte tout ce que la nature apporte, à mon avis, à l'humain au niveau mental, cérébral, bien-être, au-delà de la verdure, mais avec le côté parisien que j'ai quand même gardé, qui était de dire à partir d'un certain âge, le camping sauvage, se laver au bord de l'étang, faire la vaisselle dans l'étang, c'est bien, mais s'il y a un petit spa à côté, j'apprécie. Donc j'ai essayé de construire ce lieu où tout le monde peut se sentir bien en termes de confort, mais en étant en immersion totale dans la forêt, puisque les lodges sont au cœur d'une forêt de 300 hectares qui, comme je vous le disais au départ, a été laissée brute et sauvage, où il n'y a pas des grandes allées. Il y a quelques allées, évidemment, pour se repérer, mais globalement, la forêt, elle est restée sauvage.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces lodges? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, comment dire, il y a vraiment une volonté que les logements intègrent vraiment l'environnement naturel et qu'on ne se sente pas dans une chambre d'hôtel, justement, mais qu'on se sente en pleine nature. Oui, effectivement. Donc, la partie hôtelier, c'est une ancienne ferme qui a été rénovée. Et autour de la ferme, sur 5 hectares, on a construit sur pilotis des lodges à 4 mètres de hauteur, ce qui fait qu'on est pile au niveau des houppiers des arbres, ce qui apporte énormément parce que quand on regarde un paysage à 4 mètres ou au sol, on se rend beaucoup plus compte des mouvements des arbres, des cimes, des animaux, etc. Donc, ils sont à 4 mètres et ils sont construits un peu comme des véritables aquariums. J'ai fait ça en réaction à pas mal d'endroits où il y avait des cabanes, qui avaient des terrasses magnifiques. Donc, quand il fait beau, l'été, c'est formidable. Mais l'hiver, en fait, on est dans une bulle fermée. Donc, ce que j'ai voulu, c'est qu'à toutes les saisons, même quand on est à l'intérieur, on soit à l'extérieur pour laisser vraiment la forêt rentrer dans les chambres. Donc, on a 18 lodges qui sont tous identiques en termes de conception, donc à 4 mètres, qui ont un habitat de 35 mètres carrés avec une spécificité qui est une énorme baie vitrée de 5,60 mètres de large, mais qui est en un seul morceau. Donc la vue est vraiment pas brisée ni par un montant d'ouvrant, ni par un joint, etc. Et sur les côtés, on a aussi deux baies à 90 degrés d'1,60 m, ce qui fait que quand on est dans son lit, on a une vision à 250 degrés sur la forêt. Donc on voit la pluie, on voit le vent, on voit les oiseaux, on entend les oiseaux. Et de l'autre côté, au milieu, il y a évidemment une salle de bain, une douche et des toilettes normaux avec de l'eau courante. Et de l'autre côté, on a une grande terrasse ouverte, à moitié couverte, et un jacuzzi pour que l'hiver, on a un certain confort de chaleur pour pouvoir être dehors, dedans. Ou quand on a le corps au chaud, on peut supporter des températures fraîches. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être immergé dans la forêt tout en ayant un confort qui fait qu'on peut rester 36 heures dans son lodge sans sortir, où on a tout le confort. Et cette immersion avec la forêt, elle continue dans la restauration, il me semble. Alors, elle continue dans la restauration puisque la forêt regorge de trésors, on va dire, entre certaines feuilles d'arbres, certains résineux qui ont, par exemple, le Douglas, quand on fait des infusions avec ses épines, on sent la citronnelle, le pamplemousse, etc. On a les champignons. On a évidemment fait aussi un potager en permaculture au cœur de la forêt pour tout ce qui est légumes et fruits du verger. Et puis, l'immersion, elle va aussi sur les matériaux dans lesquels on a construit les lodges, qui sont évidemment en bois, mais qui sont des bois de notre forêt, qui ne sont pas traités. Donc, on conseille aux hôtes de marcher pieds nus pour sentir le bois sous les pieds, de sentir les différences de chaleur, de matière. Et en restauration, on a pas mal de propositions autour de boissons, d'infusions avec des herbes fraîches, avec des feuilles. Dans les petits déjeuners, on a notre propre miel qui a un goût très différent puisque les abeilles vont butiner dans la forêt, dans les châtaigniers, dans les pins, dans les noisetiers, etc. Et voilà, donc on essaye de faire rentrer la forêt et la nature à tous les niveaux, mais plutôt la nature forestière. De la même manière, on propose des massages énergétiques directement dans les lodges pour que les clients n'aient pas à sortir et pouvoir profiter des bienfaits d'un massage. Et on a créé nos propres huiles essentielles à base d'essences d'arbres et de fruits qui sont présents sur le domaine. D'accord. Vraiment, notre proposition, c'est ça, c'est laisser la forêt rentrer en vous, de casser toutes les barrières qu'on se met dans la société où on concentre quand même tous nos sens sur la vue et donc d'essayer de redévelopper les sens évidemment de l'odorat, mais aussi du toucher, du ressenti intérieur pour avoir
une reconnexion à soi-même et pas oublier que nous-mêmes, on fait partie du système et qu'à la base, on est juste un animal parmi tant d'autres. Et que de redevenir animal, ça fait beaucoup de bien. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le mental. Alors dites-moi, quand on préparait cette interview, j'ai senti que vous aimiez bien sortir des schémas traditionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ce lieu, de quelle manière il est atypique et comment il se différencie des autres et qu'il sort des schémas traditionnels? Mais je pense que c'est là où ça sort au départ des schémas traditionnels, c'est que je viens pas du tout de l'hôtellerie. Donc j'ai un peu réalisé mon rêve en disant bon, je vais aller au bout. Je suis arrivée dans ce lieu concrètement. L'idée c'était de proposer un centre de sylvothérapie qui soit un lieu un peu plus luxueux et un peu plus confortable. Parce que j'ai fait beaucoup de sorties en forêt de sylvothérapie où on a rendez-vous sur des parkings de forêt et après c'est du camping sauvage. Donc mon projet c'était ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de faire un hôtel, mais je venais pas de l'hôtellerie. Et donc, j'avais pas les réflexes, j'avais pas les référents, et j'avais rien. Donc, j'ai vraiment laissé mon imagination faire quelque chose qui, quand je parlais à des hôteliers ou à des banques, me disaient mais vous êtes juste complètement folle. Un, ça marchera jamais, et deux, économiquement, votre modèle il est très compliqué. Mais j'avais confiance en moi, j'y ai cru, mon mari a cru en moi, et donc on a vraiment fait quelque chose qui était hors des sentiers battus. Alors, par exemple, dans la décoration, on a confié chaque lodge à un artiste en lui disant, voilà, tu as ta maison dans l'arbre, tu déposes, tu crées, tu signes ce lodge de ta patte. Et à partir des œuvres que les artistes y avaient déposées ou qu'ils avaient créées, j'ai fait la décoration, donc j'ai acheté les meubles qui allaient avec. J'ai même fait, par exemple, mes douches, elles sont toutes différentes, elles sont toutes en mosaïque qui a été faite à Saumur, où je suis allée avec des échantillons de peinture. J'ai dit, voilà, je voudrais que ce soit dans ces tons-là et ces tons-là. Donc économiquement, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune économie d'échelle, etc. Donc je pense que là, je suis un peu sortie des sentiers battus. Et après, en termes de communication, de positionnement, on est vraiment sorti des codes de l'hôtellerie pour proposer un lieu expérientiel où on explique aux gens que le but, c'est de venir se reconnecter à la nature et à soi-même par différents moyens. Donc, on est rentré plus par des propositions sensorielles que par des codes hôteliers. Et le restaurant est venu tout naturellement, puisque pour pouvoir approfondir l'expérience, pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir lâcher le mental, il ne faut pas que les gens ressortent et qu'ils reprennent leur voiture. Donc, j'ai été un peu obligée d'offrir cette restauration. Mais le but, c'est vraiment que les gens soient en immersion pendant un certain temps. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on accepte la lenteur, il faut qu'on accepte d'oublier le temps. Donc, en particulier, pour ce faire, ce qui est totalement hors des codes de l'hôtellerie, j'ai pris le risque de ne pas mettre de Wi-Fi dans les lodges, j'ai pris le risque de ne pas mettre de télé dans les chambres, j'ai pris le risque de ne pas mettre de climatisation, parce que ça me paraissait absurde de mettre de la climatisation dans une forêt. Tout ça faisant que, par rapport au code de la catégorie d'hôtel et de la catégorie de prix dans lesquels on se trouve, c'est une aberration. Et justement, comment vous vivez ça? Vous, ça vous va? Moi, je l'assume parfaitement parce que, d'une part, j'ai eu, je crois, près de 15 000 clients aujourd'hui et je pense qu'il y en a 2 qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de télé. C'est-à-dire que les gens sont tellement bien et sont tellement rentrés dans la nature qu'ils ne se rendent pas compte. La clim, je reconnais qu'il y a 2-3 semaines par an maintenant qui fait de plus en plus chaud, où c'est un peu dur la nuit quand ça ne redescend pas en dessous de 25 degrés, mais c'est vraiment 2 semaines dans l'année et j'arrive pas à envisager d'aller cracher de l'air chaud dans une forêt qui souffre déjà. Donc voilà, et le Wi-Fi, je l'assume parfaitement. Alors il y a du Wi-Fi dans les parties communes
pour que les personnes qui viennent de l'étranger, qui font des longs séjours, puissent quand même communiquer avec leurs proches ou autres, ou leur travail. Mais dans les chambres, c'est vraiment pas essentiel et ça contribue énormément au lâcher-prise et au fait que les clients se rendent compte que de regarder la nature, c'est un spectacle permanent, quoi. Et il n'y a aucun parasite, puisqu'il n'y a pas le gling-gling des réseaux sociaux qui vient vous rappeler à la réalité de la société, quoi. Ça me rappelle quand j'étais aux Maldives et que je dirigeais un hôtel aux Maldives, on n'avait pas de télé dans les chambres. Et les clients, en général, si on avait des réclamations, c'était seulement le premier jour. Et à partir du deuxième jour, les gens avaient complètement oublié le phénomène de la télé et s'intégraient complètement dans le cadre naturel que les Maldives offrent. Et là, ils déconnectaient. Mais oui, c'est essentiel. Enfin, moi, je pense que c'est essentiel. Ce que je trouve dommage, c'est que de ne pas cocher ces cases empêche de pouvoir bénéficier d'étoiles dans la catégorie d'hôtel. Moi, honnêtement, ça me pose pas de problème par rapport au remplissage de l'hôtel, parce que je ne crois pas que les clients nous cherchent comme un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Mais je trouve que quand on réfléchit globalement au code et aux référents de l'hôtellerie, ça devient absurde quand on est sur le développement éco-responsable, sur la recherche des clés vertes, de ce genre de choses, de dire qu'un hôtel ne peut pas avoir 4 étoiles, même s'il a un service de ce niveau-là, un luxe de ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas de télé dans les chambres. Je pense qu'il y a un progrès à faire au niveau global de l'hôtellerie, quoi. Il faut se reposer les bonnes questions. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça m'emmène à la question suivante. C'est justement, est-ce que si on veut aller vers un tourisme durable, ce qui est l'ambition du gouvernement français, est-ce que justement on ne doit pas casser les codes? Mais si, je pense qu'il faut casser ces codes. Les retours d'expérience que j'ai, c'est ce qui me fait le plus grand bien. C'est quand les clients me disent votre lieu, il est inclassable, c'est unique, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on se laisse porter, la forêt apaise, c'est évident, etc. Et moi, j'adore qu'on me dise vous ressemblez à rien d'autre, quoi. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Donc, je crois que le luxe aujourd'hui, c'est plus les palaces, les dorures. Le luxe, c'est d'abord le temps qui s'arrête, le temps de la contemplation, et de plus en plus l'hospitalité, la personnalisation de l'accueil. Je crois que l'individu a besoin d'être reconsidéré comme quelque chose d'important, quoi, et pas comme une machine à sous. Oui, faut pas peut-être pas aller jusque là, mais d'expérience, ça fait quand même 2 ans qu'on est ouvert, et les clients apprécient évidemment la nature, le calme, l'isolement, les oiseaux, le vent, etc. Mais 50-50 sur la gentillesse du personnel, la bienveillance du personnel, les attentions portées, voilà. Et c'est vrai que par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est de casser les codes, quand je regarde la structuration de mes équipes, par rapport au nombre de chambres que j'ai un nombre de personnes à l'accueil qui est supérieur à ce que j'aurais si j'avais un hôtel en ville. Parce qu'elle passe 25, 30, voire 35 minutes à l'accueil de chaque personne, que les réservations au téléphone, elles prennent énormément de temps parce que les clients ont envie de savoir où ils vont, quel artiste, où est placé le lodge, etc. Donc là aussi, je ne suis pas du tout dans les codes de l'hôtellerie. Pour terminer cette interview, Anne-Caroline, une question toute simple. Qu'est-ce qui vous donne la banane tous les matins quand vous venez dans ce lieu?
Alors, la banane, tous les matins, c'est quand je vois les clients qui s'en vont et qui sont ravis et qui me remercient, alors que c'est quand même moi qui dois les remercier d'être venus jusqu'à nous. Donc ça me touche énormément et ça me fait beaucoup de bien. Et la banane, c'est quand j'arrive, parce que j'habite pas sur le site, et à chaque fois que j'arrive le matin et que je rentre dans ce lieu serein où il y a des senteurs, où quand il a plu un matin après une chaleur, il y a cette odeur de terre qui monte, de voir les équipes qui balayent tous les matins, qui nettoient leur matériel et qui sont souriants et qui ont l'air d'être heureux. Ça me fait vraiment du bien de dire que j'ai construit un lieu où à la fois les clients sont contents, mais aussi les équipes sont contentes d'aller travailler et donnent un maximum. D'ailleurs, en parlant de vos équipes, est-ce que justement ce lieu a un impact sur leur bien-être? Ça, il faudrait leur demander, mais franchement, j'ai eu très peu de cas de Covid en 2 ans, alors qu'on a quand même reçu énormément de clients. Donc j'en ai eu, mais probablement moins que dans d'autres entreprises. Et c'est vrai que j'ai très peu d'arrêt de travail pour rhume, maladie hivernale l'hiver, alors qu'on est ouvert tout l'hiver et qu'ils servent les petits déjeuners à 7 heures dans le froid, dans la pluie. Et j'ai l'impression que notre organisme est plus renforcé et qu'on est moins sensible aux petits bobos de la vie en ville. Les virus moins virulents. Ouais, non, mais moi je le ressens, je vis à la campagne aussi et je trouve que d'être entouré d'arbres, de forêts, etc., a un impact positif sur notre système immunitaire et le renforce. Et je crois que ça a été prouvé, non? A été démontré par les bains de forêt japonais, où ils ont le Shirin-yoku, là, qu'on propose aussi évidemment à l'hôtel. Ils ont démontré sur des échantillons que le fait de marcher 1 heure dans la forêt, ça faisait baisser la pression artérielle, que ça diminuait le taux de cortisol, que ça libérait la créativité, etc. Et ils ont démontré que les bienfaits sur l'organisme d'un bain de forêt de 3 heures, ça pouvait avoir des effets positifs pendant une semaine. Et au Japon, c'est reconnu comme une médecine douce parallèle. Et c'est un peu sponsorisé par leur sécurité sociale, où il y a certaines personnes ou certaines pathologies, notamment pour le stress, où ils conseillent aux gens, au lieu de prendre des médicaments, des choses comme ça, d'aller faire des bains de forêt et des séances de Shirin-yoku dans les forêts japonaises qui sont nombreuses et magnifiques. Et j'ai eu l'expérience il y a quelques mois de faire un bain de forêt et c'était incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait comme si il y avait eu un déclic intérieur d'apaisement. Tout à fait. Et ça a duré, c'est vrai ce que vous dites, c'est que pendant une semaine, j'étais bien. J'étais apaisé, je me sentais bien, je me sentais même, équilibré par rapport à les petits boubous qu'on peut rencontrer dans la vie du quotidien, etc. Il n'y avait pas de souci. C'est quelque chose qu'on propose, donc on accompagne les clients dans la forêt. Alors je le fais faire aussi aux équipes de temps en temps. Et le but, c'est de remettre l'homme en sensation, de redévelopper ses sens, de recomprendre qu'il est comme un arbre et que s'il n'a pas de racines, s'il ne tient pas bien sur ses pieds, s'il ne sent pas ce qui se passe en bas, il est plus mouvant. Donc il faut prendre conscience à la nécessité de l'enracinement, du calme, de ressentir les éléments de la nature et d'arriver, ça prend quelques heures, à faire vraiment lâcher le mental et à se sentir totalement intégré à la forêt. Donc ça se passe par des exercices où très souvent, moi, personnellement, j'aime bien priver les gens de leur vue et leur faire des exercices dans la forêt, de reconnaître par exemple un arbre à l'aveugle, ou si on vous demande de regarder un arbre et de le photographier, vous avez l'impression que vous connaissez tout de l'arbre et que vous allez le reconnaître par mimine. Mais en fait, si on vous cache les yeux et que vous reconnaissez l'arbre avec votre nez, vos mains, vos oreilles, etc., vous allez 100 fois plus vous concentrer sur cet arbre et vous le reconnaîtrez aussi bien, voire mieux, qu'en l'ayant regardé, parce que vous allez avoir intégré tout son corps, sa taille, son volume, ses petits détails, sa senteur, sa matière, etc. Et c'est génial. Moi, je fais souvent cet exercice où je bande les yeux, je demande aux gens de
d'identifier un arbre, je les fais se promener, je les ramène dans le coin où était l'arbre et ils le retrouvent parce qu'ils ont ressenti à travers leur sens. Et tout ça contribue effectivement à apaiser les gens. Et puis après, il y a tous les fameux terpènes des arbres qui volent, qui sont des espèces d'huiles essentielles. Il y a des ions négatifs, etc. Donc il y a plein de choses dans une forêt qui font qu'on se sent bien. Mais c'est une approche de la forêt qui est différente. Il faut vraiment y aller doucement et se laisser guider. Et souvent, j'empêche les gens de parler entre eux quand j'ai des groupes parce que je veux qu'ils restent dans l'interne et qu'ils ne communiquent pas. Et de la même manière, j'explique qu'un bain de forêt, ce n'est pas une promenade botanique. Donc, j'explique aux clients, si vous avez des questions sur cet arbre, c'est quoi, etc., vous les gardez, je vous répondrai après, mais je ne veux pas couper l'immersion sensorielle par une explication sur la feuille du charme ou le tronc du bouleau. Et après, je crois qu'il y a un phénomène qui est le ver, qui remonte à très très loin dans notre histoire de chasseurs-cueilleurs, qui est que l'homme est né et a vécu des siècles et des siècles dans la forêt qui est verte, qui n'a pas d'angle, où tout est mouvant, et qui représentait l'essentiel des nécessités de la vie, qui sont l'abri, l'eau, la nourriture et la sécurité. Et donc, quand on est dans nos villes où tout est blanc, gris, noir, à angle droit, on ne voit pas bien, etc., on est naturellement très très loin dans notre cerveau, stressé. Et quand on nous remet dans de la verdure avec des formes douces et des formes mouvantes qui nous rappellent quelque part ces abris, ben, tout de suite, on lâche un peu ce côté, qu'est-ce qui va m'arriver ? On se dit, non mais là, je suis dans mon univers et il ne va rien m'arriver. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on ramène les gens à leur statut d'animal. Et quand on redevient animal, quand on est dans la verdure, on est bien. Anne-Caroline, merci beaucoup pour cet échange, très enrichissant, très apaisant. Je vous dis à très bientôt. Bonne continuation dans ce lieu qui a l'air absolument fantastique et apaisant. Et au plaisir d'échanger dans un futur proche, pourquoi pas. Avec plaisir. Et on vous attend quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.